Bonjour à tous, bienvenue sur Kaweb. Aujourd'hui, nous recevons Ludovic Carême, photoreporter dans les médias comme le journal Libération, Vogue, The Independent, L'Express, Le Monde ou encore New York Times. Mais également photographe artistique avec une série de clichés et de portraits sur le Brésil. Bonjour, Monsieur Carême. Bonjour Yaké. Bonjour Pouvez- Monica. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots? Je suis un photographe français qui a choisi de vivre au Brésil quand j'avais 40 ans, pendant près de 12 ans. J'ai commencé à travailler pour le journal Libération dès le début des années 90. J'ai appris mon travail. J'ai fait beaucoup de portraits, mais pas seulement, aussi des reportages. Et ensuite, j'ai décidé de revenir à mes premiers amours, la photographie documentaire, et de m'y consacrer plus pleinement en élaborant un travail documentaire sur le long terme, parce que ça m'a pris presque 10 ans, pour faire deux travaux, un sur São Paulo et un autre en Amazonie. Vous êtes né à Paris, vous avez suivi des études de photographie de l'ETPA de Toulouse. Pourquoi avez-vous choisi cette école? Alors cette école, c'est une école, il n'y en avait pas tant que ça d'abord. Il y avait Louis Lumière, il y avait les Gobelins à Paris, ensuite il y avait l'école d'Arles, et puis celle-ci à Toulouse, le TPA. Il se trouve que j'avais une petite amie à l'époque qui vivait à Toulouse, alors je l'ai suivie et j'ai fait cette école. Quand la photographie devient-elle un art? Aujourd'hui, plus que jamais, quand elle pose les problèmes. Et quand on s'inscrit dans une démarche artistique, c'est pour... Il faut quelque part, c'est pas de moi, c'est de Didi Doberman qui dit qu'il faut... Un artiste, plus qu'aujourd'hui, il doit aimer les problèmes. Il ne va pas les résoudre, mais les poser, en tous les cas. C'est ce que j'ai fait, je crois, dans mes travaux en Amazonie et à São Paulo. Qu'est-ce que c'est qu'être journaliste? C'est révéler ce qu'on ne veut pas qu'il se sache. Peut-être, je me dis ça. Vous voulez témoigner de l'injustice et la fragilité humaine. Comment transmettre cela par la photo? Alors c'est du temps, en fait. C'est d'arriver à un endroit, de faire des rencontres et de tenter le plus possible de se mettre à la place d'un autre, finalement. C'est une notion un peu littéraire, d'être un autre et de le comprendre, de susciter le dialogue et ensuite, moi je photographie, bien sûr, aussi avec mes émotions. Avez-vous un message particulier à faire passer à travers vos portraits et vos photographies? Des messages, non, mais des questionnements. Quel genre de questionnement? Quel genre de questionnement? C'est aux visiteurs, quand ils se rendent à une exposition, c'est à lui de décider. Il a le choix. Oui, il peut être touché ou pas, avoir des questionnements, c'est à lui de me dire. Dans tous les cas, Ça peut dépendre. ça peut dépendre. Ça dépend de la sensibilité du visiteur de l'exposition. Je lui laisse le choix en tous les cas. C'est peut-être d'éduquer aussi le visiteur, puisque moi, je me considère plus comme un passeur, quelqu'un qui va faire des immersions dans des univers très différents du mien, passer du temps, des fois 2 ans, ça peut m'arriver. C'est pas tout le temps, mais sur des périodes assez longues où je passe la moitié de mon temps sur un sujet. Nous savons que vous êtes photoreporter, notamment pour le journal Libération, mais également photographe artistique. Quelle est la différence entre le photoreportage et la photo artistique? Est-ce la même démarche? Alors il faut comprendre qu'à Libération, c'est un journal qui a fait travailler des auteurs, c'est toujours un peu le cas, sur l'actualité. Donc la photographie, c'est pas la vérité. C'est qui a derrière l'appareil, il faut assumer sa subjectivité.
C'est une vision qui est très personnelle et que bien sûr j'ai envie de faire partager pour ceux qui me suivent et qui vont voir mes expositions ou achètent. Vous avez photographié des célébrités, notamment dans le monde du cinéma, comme David Lynch, Woody Allen, John Malkovich ou encore Morgan Freeman. Comment avez-vous réussi à les approcher? Pourquoi ces choix de modèles? C'est des contextes à chaque fois différents. Morgan Freeman, c'est au Festival de Deauville. Je suis à l'époque en commande pour Le Figaro Magazine, qui me demande de faire des portraits des stars. Donc il y a des journalistes qui passent devant, qui font des interviews, et moi je fais les portraits. Pour David Lynch, c'est au Festival de Cannes. Ils seront au Festival de Cannes, je crois que c'est en 2000. Ça date un peu déjà. J'étais pas né, je crois, encore. C'était il y a 23 ans. Et là, j'avais une carte blanche de Libération pour faire un peu ce que je voulais. Je faisais surtout les photographies la nuit. Et j'ai demandé à l'attaché de presse si je pouvais photographier David Lynch. Et il m'a expliqué un petit peu son emploi du temps. Donc je lui ai proposé de prendre le train avec lui, de rejoindre à Lyon et de faire la descente jusqu'à Cannes en TGV et de le photographier dans le train. Ça, après, il y avait Woody Allen, c'est une commande de Libération. Et Morgan Freeman, John Malkovich, c'est une commande pour le journal L'Express. Sachant que je travaille avec des personnes, j'ai des interlocuteurs dans une rédaction. C'est-à-dire que ce sont des iconographes, des directeurs des services photos qui font appel à des photographes selon leurs affinités, leur centre d'intérêt. Évidemment, on savait très bien que j'étais passionné de David Lynch ou de Malkovich, qui sont des acteurs que j'apprécie, comme Morgan Freeman, évidemment, ou Woody Allen. Ouais. Vous avez déjà publié 2 livres, Brésil Amazonie et Brésil Sao Paulo, paru le 3 octobre 2019. Pourquoi vous vous êtes intéressé à l'Amazonie et aux favelas du Brésil? En fait, j'ai commencé par... je suis arrivé à São Paulo en 2007 et j'ai commencé à travailler... j'avais repéré une favela, qu'on appelle ici Banga, et qui longe la marginale, qui est l'équivalent d'une autoroute qui mène à l'aéroport. Et c'est vraiment un bidonville installé au-dessus d'un égout à ciel ouvert. Et je finis par y rentrer, faire des rencontres. Et ça s'appelle Agua Branca, ce lieu. C'est le nom de la favela, qui veut dire, en portugais, si on le traduit en français, les eaux blanches. Donc ce sont des eaux très polluées. Et des personnes qui vivent là, qui travaillent durement, et qui n'ont pas de moyens de vivre dans d'autres conditions. Avec leurs enfants, c'est périlleux. On connaît ici, l'histoire est différente, mais les problématiques peuvent être parfois similaires. Et donc ce sont des descendants d'esclaves venus du Nord-Est qui sont venus dans une mégapole de 20 millions d'habitants pour chercher un avenir meilleur et aussi pour leurs enfants, pour qu'ils puissent poursuivre des études parce qu'ils viennent d'une région désertique très dure, très difficile, où c'est difficile de se nourrir. Et puis, j'ai photographié aussi les gens dans la rue, ça vous avez vu, j'imagine. Et puis, donc j'ai remonté les courants. Parce que j'ai eu vent d'une histoire où d'autres personnes sont parties du Nord-Est vers l'Amazonie au début de la Seconde Guerre mondiale, en 1941, pour reprendre la production de caoutchouc qui avait été abandonnée. Mais dans l'effort de guerre du Brésil, pour préparer, c'était pour l'industrie militaire américaine, en vue de préparer le débarquement en France. Mais c'était un territoire occupé par des Indiens, des Achaninka, qu'on appelle Niquin, Kashinawa, donc je mélange les Kashinawa qu'on appelle les Niquin, Achaninka, Jaminawa et Yawanawa principalement, il y en a d'autres aussi, qui ont été décimés et souvent des jeunes filles, ces hommes ont fondé des familles avec ces jeunes indiennes et sont restés là, maintenus en esclavage. C'était une histoire méconnue et ça m'intéressait de mettre en dualité l'homme, l'être humain, voilà,
la femme dans la nature en opposition à l'urbain, la sécheresse urbaine et l'humidité de la nature. C'était l'opposition qui m'intéressait, de voir comment, évidemment, ces personnes, dans quelles conditions elles vivaient. Pourquoi vous vous êtes installé à Sao Paulo pendant plus de 10 ans? C'était un rêve d'enfant d'aller vivre un jour au Brésil. Je crois que ce qui m'a conduit au Brésil, d'abord, c'est ce qui m'intéressait en tout premier lieu. Je crois que c'est la musique brésilienne. Ce qui vous a motivé à rester là-bas jusqu'à 10 ans? Mais j'avais pas prévu du tout de rester 10 ans, en fait. J'étais parti pour 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 4 ans. Et puis je me suis plu là-bas avec ma petite famille. On est resté aimanté. J'avais même peur de rentrer au Brésil avant. Je suis rentré au Brésil très tardivement, même parce que j'ai un peu voyagé. Mais alors je suis allé dans d'autres pays autour du Brésil, mais j'avais peur de rentrer au Brésil. J'avais peur que ça me plaise et que voilà, je l'ai évité, en sachant que j'allais y aller un jour, je crois. Comment avez-vous fait pour vous faire accepter dans les favelas de Sao Paulo, qui est une des villes les plus dangereuses au monde? Quand on est accepté dans la favela, en fait, on est très bien. Euh, c'est du temps passé, comme je vous l'ai dit au départ, de comprendre ce qui se passe et de partager un projet avec la population dans lequel ils se reconnaissent. Que les choses soient claires et clairement définies. Et donc ils m'ont accepté et ils m'ont fait don de leur visage. Ils étaient partie prenante de ce projet parce qu'ils se reconnaissaient dans ce que j'allais faire. Et ils voulaient que ça se sache, leurs conditions de vie. Nous avons remarqué que sur votre site, que vous prenez majoritairement des photos en noir et blanc. Pourquoi noir et blanc plutôt que la couleur? C'est tout à fait subjectif parce que je préfère le noir et blanc. C'est aussi simple que ça. Et on va à l'essentiel. La couleur me perturbe un peu. J'aime bien aller à l'essentiel et le plus radical possible. Que pensez-vous de l'évolution de la photo argentique vers le numérique? Alors la photographie, c'est la mémoire, normalement. La photographie argentique, en tous les cas, c'est la mémoire. Et aujourd'hui, on ne sait pas trop, parce que avec tous ces objets, on peut tellement manipuler les images. On a pu le voir, hein, des unes dans la presse, avec des images achetées dans des banques d'images, et retouchées, et retravaillées. Alors c'est peut-être autre chose, je ne sais pas comment le définir aujourd'hui. Il y en a encore qui respectent hein, la matrice, les fichiers tels qu'ils existent, mais souvent, et de plus en plus, vous connaissez ça par cœur, avec les filtres, avec vos portables, on modifie un petit peu les données. Faites-vous des retouches à vos photos? Alors c'est pas des retouches, c'est un traitement, c'est comme si je faisais un tirage. C'est-à-dire qu'on faisait des tirages argentiques et j'utilise un procédé aujourd'hui informatique, pas moi, je le fais faire parce que je ne m'intéresse pas beaucoup à la chose informatique, même si j'accompagne, mais bien sûr il y a un travail de développement, et même avec des fichiers numériques, et de traitement d'images. Aujourd'hui, environ 30 millions de photos sont partagées chaque jour sur les réseaux, que ce soit des selfies, des images d'actualité prises en smartphone ou des images personnelles. Le fait d'avoir de plus en plus d'images ne nuit-il pas au métier de photographe professionnel? Oui, toutes ces photos qu'on fait, qu'on ne voit plus jamais, finalement. Mais est-ce que ça a des impacts sur la photo? Bien sûr que ça a des impacts, bien sûr. Quel genre? Faut faire attention aux réseaux, ça on le sait. Moi, quand je reçois une information, quand je lis une information, j'aime bien savoir qui me l'a dit, qui m'en parle. J'aime bien savoir qui fait la photographie. Ça m'intéresse. Et qui est derrière. Qu'est-ce que vous en pensez de ces photos qu'on publie chaque jour, chaque seconde, chaque minute sur les réseaux sociaux? Il y en a tellement, c'est difficile. Comment
te faire une opinion. Je m'en méfie beaucoup, en fait, parce que je connais la puissance des images, et malheureusement, je trouve que dans l'enseignement, elles sont très peu étudiées. Il y a très peu de cours de sémiologie. On est entouré d'images, mais elle est très peu étudiée, finalement. Parce qu'elle peut être, aujourd'hui plus qu'avant, encore manipuler les opinions. Donc, À votre avis, par rapport à les photos d'un photographe professionnel et juste une photo qui a été publiée sur les réseaux, peuvent-ils être comparés? ça dépend de la photo, ça dépend de qui l'a fait. Si ça peut être un simple internaute et par rapport à un photographe qui a fait plusieurs années d'études. Ça dépend vraiment de la photo, en fait. Je peux pas. Faut que je peux vraiment avoir un avis sur pièce. C'est difficile de me prononcer. Ça dépend de l'image que je vais lire et de la légende. Vous avez photographié des célébrités et des anonymes un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, vous vous trouvez à Mayotte. Avez-vous d'autres projets à l'avenir, notamment pour notre île? Pouvez-vous nous en parler? Alors à Mayotte, je fais un travail sur les caddies. Les caddies de Mayotte. C'est-à-dire? Les juges en arabe, ils sont au nombre de 18 et ils font des mariages, les divorces, ils règlent les conflits sociaux, familiaux. Et donc je passe du temps avec eux, je les accompagne dans leur mission et je les tends aussi, j'essaye de comprendre un peu où je suis aussi et de faire des photos de l'île, de ce qu'ils peuvent chaque jour, des paysages qu'ils peuvent chaque jour traverser, des personnes qu'ils peuvent rencontrer. Et c'est pour la Bibliothèque nationale française. Pourquoi avoir choisi spécialement ce sujet-là au lieu de d'autres sujets? Il peut y avoir plusieurs sujets à Mayotte. Parce que l'histoire et la culture de Mayotte m'intéressent. Notamment l'islam, d'influence sunnite, d'influence soufiste, et en même temps une société matriarcale avec des fortes influences bantoues. Je trouvais ça passionnant. Et j'ai cru comprendre aussi, le moment, qu'il y a des problématiques qui sont assez similaires, même si l'histoire est différente ici, aujourd'hui. Merci, Monsieur Karim. Le mot de la fin? Un mot de la fin. Ah bah c'est pour vous. Étudiez le plus longtemps possible et écoutez votre cœur plus que vos cerveaux. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. À bientôt sur Kaweb. Merci.